Alice Winocour signe avec Maryland un deuxième long métrage dont la grammaire est celle du film de genre et dont le style emprunterait à John Carpenter. La jeune réalisatrice met en scène un homme en état de guerre qui ne sait plus vivre sans elle. Un récit d'action où Winocour filme l'enfermement de personnages autant prisonniers de leur corps que d'une maison, pour les plonger dans le chaos. Alice Winocour, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Je vous ai invité dans ce cadre magnifique du musée de Montmartre. D'abord parce que Renoir y a eu un temps son atelier. Et puis cette bâtisse, elle me rappelle un peu celle de votre nouveau film, Maryland. Malgré le calme apparent, on peut se dire qu'une menace extérieure peut régner. J'espère que ça vous fera plaisir, d'abord. Et puis, je me suis dit que c'était le meilleur endroit, quand on parle de réalisation, pour vous demander, ce que je demande à tous vos confrères, de mettre en scène notre entretien, mettre en scène de la parole. C'est compliqué. Comment vous feriez? Vous avez 2 caméras à votre disposition et vous avez une contrainte aujourd'hui, une lumière naturelle avec des nuages qui passent. C'est ce qu'on appelle dans votre métier, je crois, une fausse teinte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité de lumière. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un chant contre chant? Un chant contre chant, ça me semble très bien. Une caméra, ça me semble bien, voilà. Une seule caméra? Ouais, une seule caméra, ça me semble parfait. Une seule caméra sur vous? Ouais. D'accord. Enfin, sur vous aussi. Ah non, ah bah non. Une sur moi, une sur vous. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc on reste dans ce dispositif. Alice Winocour, vous êtes diplômée de l'école de la Fémis où vous avez étudié le scénario. Alors, est-ce que l'enseignement scénaristique tient compte du potentiel de la mise en scène? Bah oui, forcément, le scénario, c'est déjà la mise en scène. Par exemple, sur ce film Maryland, l'idée d'être dans le point de vue unique d'un personnage, d'être que dans ses perceptions physiques, c'est quelque chose qui était présent, qui était presque la première idée du film. Et la contrainte narrative de comprendre que ce que le personnage comprend. Donc des choses restent dans l'ombre volontairement, donc de construire la narration avec ces zones d'ombre. C'est ça qui a déterminé le découpage, puisqu'on pouvait voir que ce que le personnage voyait, donc je ne pouvais jamais mettre la caméra à un endroit où il n'était pas. Voilà, c'était vraiment mon obsession d'être dans son point de vue. C'est comme si je mettais le spectateur dans la position du personnage principal, qui en fait se fait des films à partir de rien, quoi. C'est-à-dire qu'il fait travailler son imaginaire, qui finalement je donne moi le début de la phrase et c'est le spectateur qui doit lui-même la terminer. Parce qu'on est dans la position d'un paranoïaque qui doute en permanence de ce qu'il voit. Est-ce que ce qu'il voit est réel ou est-ce que ce qu'il voit est fantasmé? Donc du coup, je joue avec ces règles-là. Nous sommes là pour apprendre à lire vos images. Alors vous allez nous dire dans cet extrait comment vos plans sont composés et le choix de vos cadres. L'émotion qui est la plus suscitée, c'est la peur. Donc en fait, comment créer la peur? Donc par rapport à ça, il y a beaucoup le son et le hors-champ. Par rapport à ça, j'ai beaucoup pensé à Carpenter, forcément. À des films où le hors-champ est très intéressant. Vous êtes sourds ou quoi? En fait, pour vous expliquer comment j'ai mis en scène ça, moi je suis à l'arrière, derrière lui, accroupi, avec un combo sur les genoux. On a tourné les cascades toute la journée. Donc en fait, on a peut-être fait 8 heures d'aller-retour comme ça sur des routes. Donc on ne compose pas les plans de manière aussi méticuleuse que ça, en fait, dans le sens où il y a... Enfin, moi, je travaille le découpage à l'avance, mais après, ce que je trouve intéressant, c'est de faire rentrer le réel et de bousculer un peu la narration pour finalement improviser des choses sur le tournage et finalement de suivre l'acteur, de suivre ce qui se passe. Mais je ne me dis pas, il faut qu'on voit un quart du volant, un quart de... Enfin, les choses se passent un peu... Comment dire, dans la... C'est plus organique que ça? Bah, c'est plus dans la situation, ou en fait, de saisir des choses du réel, en fait. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous maintenant. On était dans une voiture anglaise, avec un volant à droite. Et en fait, du coup, le cascadeur était en train de conduire. Ouais. Et Mathias faisait semblant de conduire. Donc, en fait, pour lui, c'était extrêmement inquiétant parce que, en fait, au moment des cascades où il y a un camion qui lui arrive devant,
en fait, il a vraiment l'impression que le camion lui rentrait dessus, mais il n'avait pas de pédale pour faire quoi que ce soit, en fait. Il y avait des gens qui nous suivaient. Mais qui? J'ai l'impression que le travail d'un réalisateur, c'est à la fois de garder le rythme du film, enfin de trouver comme on dit en musique, le flow, quoi, la musique et le tempo, en fait, que le tempo soit juste, mais la vie, en fait, de faire rentrer la vie. Et sur un tournage, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de vie, en fait, parce qu'il y a il y a toute l'équipe, tout est fait pour que ce soit artificiel. Donc souvent, amener le chaos, ça ramène en fait quelque chose de vivant et de plus naturel. On a tourné à des vitesses de caméra différentes parfois. Parfois on changeait de vitesse pendant la prise. Enfin, on essayait de décadrer, de toutes sortes d'accidents en fait qui étaient faits pour évoquer cette espèce d'altération des perceptions, quoi. Pourquoi filmez-vous? C'est difficile comme question. Je sais pas, en fait, après, c'est pour des... Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc, pour raconter des histoires, sans doute.